Dear. That people. Dear. That people. Bonjour à tous, à toutes, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Dear People pour pouvoir parler un peu plus du handicap et notamment en lien avec notre dernière conférence qui était sur la thématique de queer et handicap, comment faire famille. Dans cette hors-série, pour donner un nouveau regard, j'ai voulu discuter avec Floriane du sujet du handicap dans la famille. Bonjour Floriane, Bonjour, comment ça va? ça va bien, merci. Comment tu interprètes ce sujet? Comment il fait écho en toi, ce sujet handicap, famille Alors, moi, il me parle pas personnellement en tant que tel, dans le sens où moi, je suis pas une personne atteinte d'un handicap. Par contre, en effet, dans ma famille, j'ai eu des personnes et j'ai toujours d'ailleurs des personnes handicapées. Donc, j'ai tout de suite été confrontée au handicap depuis mon enfance. Ok, et est-ce que tu peux dire à nos auditeurs de quel handicap il s'agit, d'où il vient, d'où il provient, et est-ce que tu peux préciser aussi de quelle personne? Oui. Moi, j'ai dans ma famille, il y a eu en tout, du coup, j'ai 3 petits cousins qui ont été atteints de la myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne, c'est une maladie qui, en fait, atrophie les muscles au fur et à mesure de la vie et qui en fait fait fondre les muscles. Donc, c'est des enfants qui, au début, peuvent potentiellement, qui marchent, qui courent, mais qui, au fur et à mesure, en fait, perdent en force et finissent en fauteuil roulant. Donc au début, fauteuil roulant manuel, puis électrique, parce qu'en fait c'est de plus en plus difficile par la suite d'évoluer comme ça. Il peut aussi y avoir des retards intellectuels, des retards mentaux. Donc moi c'était le cas pour mes cousins. Mes deux premiers cousins, c'est-à-dire ma cousine avec qui j'étais la plus proche en termes d'âge, c'est-à-dire qu'on était nés à une semaine d'intervalle, avait un retard mental mais qui lui permettait de parler, et pareil pour son petit frère qui avait 3 ou 4 ans d'écart avec elle. Donc on avait quand même une communication qui nous permettait de discuter et voilà, d'interagir. Leur petit frère, par contre, le troisième, lui a un trouble mental qui est plus important et qui aujourd'hui ne lui permet pas de parler. C'est-à-dire qu'on communique notamment avec des images, avec le regard, avec le sourire, mais il parle pas. Voilà. Ok. Et donc, pour revenir à ta cousine, justement, ça t'a permis de tisser une relation avec elle, puisque vous aviez une semaine d'écart. Et donc, justement, d'avoir une personne si proche en termes d'âge avec toi, et d'avoir grandi de la même manière et en même temps très différemment. Comment toi tu l'as vécu? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la famille, et même ses parents ne savaient pas du tout qu'elle avait un handicap à sa naissance. On l'a appris un petit peu, en tout cas, ils l'ont appris en voyant que son évolution n'était pas tout à fait normale vis-à-vis des autres enfants, qu'elle marchait, elle a marché plus tard, elle avait du mal parfois à se déplacer. Et donc, on a commencé à avoir une différence, et notamment avec moi. C'est-à-dire que comme nous, on a quand même grandi ensemble, c'est-à-dire qu'on passait du temps ensemble, du temps en famille, les repas de famille, les Noëls, voilà, tous les rassemblements. Donc, nous, on a tissé une relation de cousine assez proche, en étant petite, même si j'ai peu de souvenirs parce que j'étais très jeune.
Mais la différence s'est faite sentir par la suite, où on a dû s'adapter au fait que pouvait moins bien se déplacer, moins bien communiquer quand même aussi parfois. Donc on était proches, on se soutenait, mais voilà, il y a eu, on a vu la différence avec l'âge, quoi, dans l'avancée de la vie, quoi, en fait, tout simplement. Et puis aussi une différence, je suppose, en termes d'école, parce que je suppose qu'elle n'est pas allée dans le même genre d'école que toi, vous n'aviez pas été dans la même classe, alors que si elle avait été valide, ça aurait pu être le cas. Oui, alors on habitait proches, mais pas au point de pouvoir être dans la même école en termes de géographique. Honnêtement, je me souviens pas si elle a fait ses premières années de maternelle, notamment dans une école dite ordinaire. Voilà, dite ordinaire. Ce qui est sûr, c'est que par la suite, elle est allée dans une école spécifique avec beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants atteints, enfin que des enfants en fait atteints de handicap, que ce soit moteur ou mental. Et c'était une école hyper adaptée, avec des activités adaptées qui leur permettaient de faire plein de choses, avec des temps spécifiques aussi où ils avaient des soins ou en tout cas un aménagement pour qu'ils puissent aller se faire soigner quand il y avait besoin. Il y avait quand même, il me semble, du personnel médical aussi qui était sur place en cas de souci, mais c'est sûr qu'elle n'a pas eu une éducation à l'école comme moi j'ai pu avoir. C'était pas faisable. Est-ce que c'était quelque chose dont vous discutiez les unes les autres, c'est-à-dire de comment ça se passe à l'école, ou finalement un sujet que on peut avoir à cet âge-là? Est-ce que elle te parlait de son école et toi de son côté tu parlais de ce qui passait dans ton école à toi? Eh ben, j'en ai pas souvenir, honnêtement. Je sais que je suis allée 1 ou 2 fois à leur fête d'école, parce que du coup à ce moment-là, elle et son frère étaient dans la même école, pas très loin dans le Gard, il me semble. Et du coup, ils faisaient des œuvres d'art, il y avait des petites expositions de ce qu'ils avaient fait, de leurs activités manuelles, tout ça. Donc ils avaient tous leurs copains avec eux, donc c'était assez festif et très sympa comme ambiance, je trouve. Par contre, c'est vrai que quand on se voyait, on parlait pas particulièrement de l'école, non. C'était plutôt l'instant présent. On jouait, on faisait des activités ensemble. On rigolait, mais c'était pas. On avait peut-être pas des discussions comme ça sur nos vies quotidiennes. J'ai pas l'impression. Ok. Et donc justement, tu parles de tes activités que vous faisiez ensemble. Est-ce que tu peux nous en citer? De ce que je me souviens, on jouait beaucoup à la poupée, notamment. Parce que là, je parle de quand on était petite, mais même en fait par la suite, c'est resté un peu comme ça, parce que comme je disais, ma cousine, elle avait un retard mental qui fait qu'en fait, ce qu'elle aimait et les activités auxquelles elle aimait jouer restaient des activités d'enfant, même quand moi je devenais adolescente, c'était encore jouer à Dora l'exploratrice, ou à la poupée, ou au Barbie, ou regarder des dessins animés enfantins. Voilà, donc mais c'était ce genre de choses, jouer au bonhomme. Après, quand elle avait de la mobilité dans les mains, tout ça, certainement qu'on devait faire du dessin, des choses qu'on fait avec des enfants, quoi, tout simplement. Donc quand on était petite, c'était sympa. On s'entendait bien là-dessus, surtout que moi c'est des choses que j'aimais faire. Après, avec l'âge avançant, c'est vrai que c'est des activités que je faisais avec elle parce que c'était un peu les seules que je pouvais faire aussi et qui étaient adaptées en fait aussi à son handicap, et donc je m'adaptais à ça. Oui. Et à elle. C'est-à-dire que plus elle grandissait, plus elle évoluait, moins d'activités lui étaient accessibles, donc on restait aux activités dont on était sûr qu'elle pouvait les faire. Oui, c'est un peu ça. Après, on essayait certainement des choses, d'autres jeux, des nouveautés, mais bon, oui, en effet, il y a des trucs qu'elle pouvait pas faire. Et puis tout ce qui était les jeux qu'on peut faire en étant enfant, style jouer au ballon, cache-cache, trappe-trappe.
c'est des activités qui étaient pas possibles. Parce qu'elle était en fauteuil, parce que en fonction des lieux où on était, l'accessibilité permettait pas forcément aussi de se déplacer aisément. Donc c'est vrai que parfois, une fois qu'ils étaient à un endroit, ils bougeaient pas particulièrement. Quand on arrivait, parce qu'en fait nous on a aussi une grande famille, donc c'est vrai que quand on se réunit, par exemple, voilà, on se pose dans un endroit, dans un parc ou en extérieur ou même dans une maison, mais pour peu qu'il y ait des escaliers, un rehaussement pour aller sur la terrasse, ou voilà. Une fois que les fauteuils étaient posés à un endroit, c'était plus difficile de se déplacer pour eux, donc on amenait les activités à eux et on s'adaptait de cette manière-là. C'était le monde qui venait à eux plutôt que l'inverse. C'est ça. Quand oui, en gros, en tout cas, on faisait tout pour que ça fonctionne de cette manière et qu'ils soient pas isolés dans un coin pendant que les autres sont ailleurs. Donc on essayait de faire en sorte que ça fonctionne de cette manière. Qu'est-ce que tu retires de ces moments aujourd'hui? Parce que tu disais justement qu'en grandissant aussi, il y avait une forme d'écart qui se faisait, où toi, les activités, ça avait plus la même saveur que pour elle, par exemple. Donc comment tu le gérais ça en étant adolescente, justement? Disons qu'en étant adolescente, ça me faisait toujours plaisir de la voir et de passer du temps avec elle. Mais c'est vrai qu'après, on n'avait plus les mêmes attraits pour les mêmes choses quand on grandit. Là, moi, j'étais... Et puis en plus, il y a moi, je commence à avoir un téléphone portable. Voilà, il y a tout ce truc où on grandit, on devient ado, on est en lien avec les copains. Et puis, c'était les débuts des réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc, c'est vrai que quand on se voyait, il fallait un peu revenir en enfance pour moi et adapter mes activités, ou en tout cas à ce qu'on allait faire ensemble, pour que ça convienne. Mais c'est vrai que c'était plus comme si en fait à un moment donné on n'avait plus le même âge, en fait, même si en soi on est né à une semaine d'intervalle. À partir d'un certain moment, c'est comme si on n'avait plus le même âge et que je jouais avec une petite cousine qui est plus jeune que moi et plus enfant que moi. Et donc tout à l'heure en off, tu disais que des fois c'était compliqué parce que on avait l'impression que ça demande un effort. Et est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement quand tu m'en parlais, j'ai l'impression que il y avait pas énormément de personnes qui le faisaient, qui passaient du temps avec elle, ou comment ça se déroulait au final? Je sais pas si c'était ça. Disons que moi j'avais un lien particulier avec elle parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'on est voilà, depuis tout de suite on fêtait quasiment nos anniversaires en même temps en famille, en tout cas. Donc moi j'avais ce lien et j'ai été beaucoup associée à ma cousine. Donc d'office je passais du temps avec elle. Après, il faut comprendre que dans ma famille, il y a aussi beaucoup de garçons. Ouais. Et que du coup, les garçons, eux, c'est vrai qu'ils étaient très foot. Voilà, quand on était tous ensemble, eux, ils allaient un peu courir partout. Ce qui rendait plus difficile les activités avec mes petits cousins qui eux, étaient en fauteuil. Donc là, on sentait vraiment la différence. Et même eux, je pense, le sentaient parce ça se voyait parfois qu'ils auraient eu envie de les suivre et de faire comme les autres petits de la famille, mais bon, voilà, c'était pas possible pour eux en tout cas. Donc je pense que tout le monde prenait un petit peu de temps dans la journée ou voilà pendant le repas pour aller avec mes petits cousins, mais c'est vrai que moi particulièrement je passais plus de temps et c'est un peu un rôle que je me suis donné et peut-être qu'on m'a aussi attribué parce que ça touchait ma maman aussi, qui s'est beaucoup investie avec mon oncle et ma tante et mes petits cousins, et du coup j'y ai pris part et elle m'a enseigné en tout cas, et elle m'a demandé de
faire preuve d'empathie, de donner de l'attention et de passer du temps avec eux parce qu'ils sont là et que c'est important. Voilà, et que c'est bien de partager aussi, de créer des souvenirs avec ses cousins. Pour le coup, tu disais que tu étais souvent associée à elle. Est-ce que ça veut dire que les gens souvent te demandaient de ces nouvelles via toi? Alors, c'est plutôt à ma mère qu'on en demandait, honnêtement, dans ma famille, hein, parce que c'est plutôt elle qui est à l'adulte, disons, qui est en lien. Maintenant, quand je croisais d'autres personnes de ma famille, oui, on pouvait m'en demander, ouais. Après, j'étais jeune, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ma cousine, elle est décédée à l'âge de 16 ans. Donc, avant ça, moi j'étais jeune ado, donc c'est vrai que on pouvait me demander des nouvelles, mais c'est pas moi qu'on appelait pour demander des nouvelles particulièrement. J'étais encore considérée quand même comme une enfant au sein de la famille. Ok. Et donc d'avoir passé autant de temps avec elle, ça t'a permis aussi de créer ce lien qui était particulier. Selon toi, pourquoi il était si particulier ce lien? Parce que du fait qu'on ait le même âge en fait aussi, donc toute petite on jouait ensemble et ça a continué comme ça et puis on était presque les seules filles petites. Je parle, après j'ai des grandes cousines, etc. Mais jeunes, on était les deux seules filles, donc entourées de garçons. Du coup, déjà, on était quand même ensemble. On était associés en tant que seuls contre tous. Voilà, on était les petites nanas de la famille, donc on était associés vis-à-vis de ça. Et puis vis-à-vis que voilà, c'était ma cousine et puis même mon oncle et ma tante me disaient voilà, toi t'es sa cousine. Elle en avait d'autres qui étaient plus âgées, mais bien plus âgées d'ailleurs. Mais j'étais sa cousine et c'est comme ça qu'on nous a. Ça a toujours été comme ça. Après, et pour autant, elle avait son petit frère aussi, qui était atteint pareil de la même maladie. Mais c'est vrai que elle et moi, on a toujours eu un peu ce truc quand même. Et je sais que au repas de famille, elle m'attendait. Elle attendait ma venue. Sa mère me le disait. Elle a été contente de te voir. Elle est contente quand t'es là. T'es sa cousine préférée. Bon voilà, des petites choses comme ça qui font que oui, on est associés. Et toi, ton côté, je me demande comment tu en parlais dans ton entourage, auprès des amis, à l'école, au collège, au lycée. Est-ce que c'était un sujet dont tu pouvais parler? Alors, je pense que très jeune, en primaire notamment, ou au collège, je pouvais en parler, que j'avais des petits cousins qui avaient une maladie, qui étaient en fauteuil roulant. Si on me posait la question, j'allais pas en parler de moi-même, je pense pas. Après, c'était pas une honte ou quoi que ce soit, mais en fait, je pense que ça a été beaucoup plus difficile pour moi après leur départ, surtout une fois qu'ils sont décédés. Là, pour le coup, il y a eu un blocage, parce que du coup, Audrey est décédée à l'âge de 16 ans, et 2 ans plus tard, son petit frère est parti aussi. Donc c'est vrai que là, pour le coup, j'étais au lycée. Donc c'est arrivé en seconde pour ma cousine, puis après quand j'étais en terminale pour mon petit cousin. Et là, ça a été difficile. Et là, ça a été un peu le tabou pour moi, parce qu'en fait, c'était trop dur d'en parler. C'était trop difficile, j'avais pas envie je me sentais pas d'en parler, je me sentais pas d'expliquer. Et voilà, et j'ai mis plusieurs années avant de pouvoir en parler un peu plus librement. Mais bon, voilà. Donc là, est-ce que c'est un défi pour toi d'en parler, ou est-ce qu'aujourd'hui t'es beaucoup plus en paix avec ça? Je suis pas en paix avec ça. Ça reste difficile. Ça reste perdre des enfants, qui soient malades ou pas, dans une famille, c'est très très dur pour tout le monde. Et la plus grande peine, je pense, va à ses parents. Enfin,
Et donc voilà, être témoin de ça, et notamment quand t'as été proche de ces personnes-là, quand en plus t'es associé parce que on a le même âge, donc c'est difficile de se dire aussi que pourquoi elle est partie, pourquoi moi je suis là, pourquoi elle a eu cette maladie, pourquoi pas moi, enfin voilà. Même si il y a pas de raison particulière, il y a pas d'explication, mais c'est sûr que être témoin de tout ça, c'est compliqué. Et puis c'est une maladie qui est quand même dégénérative aussi un peu, donc tu vois, même si c'était des enfants qui étaient super joyeux la plupart du temps et qui montraient pas du tout leur souffrance, et même on n'avait pas l'impression qu'ils avaient mal, que ça leur faisait mal physiquement, sur la fin de leur vie, c'était quand même difficile. C'était difficile, ils pouvaient de moins en moins se déplacer, se nourrir par eux-mêmes, beaucoup d'hospitalisations, certaines opérations aussi pour leur. Donc voilà, c'est difficile d'assister à la fin de vie, notamment de gamins, quoi, en fait. Pour toute personne, mais pour des enfants d'autant plus. Et justement, ce sujet, enfin, que ça soit le handicap, quand ils étaient vivants ou après leur décès, je me demandais comment ce sujet était traité au sein de la famille. Est-ce que ça reste un non-dit, ou au contraire, est-ce qu'on arrivait à en parler librement? C'est vrai que c'est spécial. Autant, je pense que moi, avec mes parents, avec ma mère, on peut en parler. On en parle même quand le sujet vient, on a des discussions. Avec la maman avec ma tante, la maman de mes cousins, elle arrive à en parler assez librement aussi. Elle est extrêmement courageuse et elle arrive à en parler. Elle a beaucoup de recul sur la situation et sur tout ce qui s'est passé, même si on sent que voilà, c'est des épreuves qui sont extrêmement difficiles. Dans la famille, on peut en parler, mais c'est vrai que ça reste en fait, ça reste un drame familial quand même, et donc c'est pas un sujet qui vient sur la table. On n'en parle pas. C'est pas un sujet à Noël, quoi. Voilà, c'est pas. Oui. Et ouais, et en même temps, c'est un peu triste parce qu'en fait, on a eu des Noëls où on était tous ensemble, et donc c'est pas une raison pour pas en parler. Mais je pense que par peur de réveiller une certaine tristesse chez les uns les autres, c'est vrai qu'on n'en parle pas plus que ça. Par contre, on peut les citer, on peut se rappeler des souvenirs. Voilà. Par contre, le côté douloureux en tant que tel, c'est pas un sujet qu'on va aborder en famille, je dirais. Ça, suite à leur décès, je peux comprendre. Et avant leur décès, est-ce que c'était un sujet qui pouvait être dit? Alors, je me doute que ça remonte un petit peu et que tu étais jeune à cette époque, mais... Je pense, oui, je pense qu'on en parlait. Après, en fait, ce qui était difficile, c'est que comme c'est une maladie, on sait un petit peu où ça va mener. On parle de l'avancée de la maladie, ou alors des évolutions, ou alors des choses positives qui se sont passées, que mes cousins arrivaient à faire. Mais on en parlait plus parce qu'on se souciait de leur avenir et de leur état de santé. Ou alors on en parlait parce que quand on devait se réunir tous ensemble, il fallait trouver un lieu adapté. Du coup, on en parlait quoi qu'il en soit, ils étaient présents dans les conversations parce qu'il y avait toujours ce souci-là de
comment on va faire pour qu'ils puissent venir, pour que tout se passe bien. Voilà, c'est pas un tabou, mais c'est plus le côté, je pense, le côté douloureux, parce que il y a beaucoup d'enfants en fait dans ma famille, donc c'est vrai que parler de la perte d'un enfant, notamment, ça peut être compliqué pour d'autres personnes qui ont plusieurs enfants en bonne santé. Je pense que le positionnement est délicat aussi, de pas d'arriver à adapter son discours pour je sais pas comment dire, un peu le truc de culpabilisation. Je sais pas s'ils le vivent comme ça ou pas, mais de se dire moi j'ai des enfants qui courent partout, qui sont en bonne santé, et puis eux ils peuvent pas. Alors voilà, je pense que la balance est un peu parfois difficile à trouver, donc je sais pas si je suis claire là. Oui, tu es très clair. Enfin, on fait pas avoir une forme de culpabilisation, et des fois d'autres n'en ont pas. Mais il y a cette différence. Oui, eux ils peuvent marcher, eux ils ne peuvent pas marcher. Bon, ça impacte aussi grandement les choses. Comme tu dis, pour choisir un lieu de cousinage, faut pas choisir n'importe lequel. Donc rien n'est dû au hasard après. C'est ça. Mais et justement ça, est-ce que ça a pas créé aussi une compétence, entre guillemets, une affinité pour parler d'accessibilité, notamment aujourd'hui où tu as ouvert un commerce, donc tu as dû te confronter toi-même à ce sujet d'accessibilité. Est-ce que tu dirais que c'est un sujet qui t'a semblé évident, ou au contraire t'as dû, toi aussi t'as dû travailler en fait Alors disons que j'ai eu la chance de trouver un local, parce que c'est très compliqué de trouver un local, et il se trouve que celui que auquel j'ai pu accéder est aux normes PMR, et donc là-dessus je suis ravie, parce que c'est vrai que ça aurait été un autre endroit, parfois c'est très compliqué de le faire mettre aux normes, mais aujourd'hui moi le fait que tout le monde puisse venir, alors qu'il y en a pas beaucoup des lieux, et j'essaye de faire en sorte de laisser le plus d'espace possible pour que, quelle que soit la taille du fauteuil roulant, il puisse passer. Donc oui, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, sachant que voilà, moi j'ai un autre petit cousin du coup qui est aussi atteint de la maladie de la myopathie du chêne, donc leur petit frère, qui lui est toujours là. Donc là il a pas encore eu l'occasion de venir, mais voilà, le fait que le lieu soit accessible pour le jour où il pourra venir, voilà, c'est aussi important, et je suis contente que tout le monde soit le bienvenu et puisse accéder au lieu que je crée, ouais, bien sûr. Oui. Ça sera une fierté pour toi le jour où il viendra. Oui, mais disons que là ça a été à chaque fois des soucis d'organisation et compagnie qui fait qu'il a pas pu, et peut-être une petite appréhension aussi du fait que c'est pas loin du centre-ville, et donc pour ses parents, ils ont une certaine peur de l'accessibilité, même si on a beau leur dire que ça l'est, voilà. Mais oui, je serais très contente qu'ils viennent un jour avec eux, et qu'ils soient là, oui, bien sûr. Et malheureusement qu'on a vécu un peu trop souvent l'inaccessibilité peut avoir une sorte de traumatisme. On a un petit peu peur d'aller dans le monde extérieur, donc on reste aux endroits où on sait qu'on est sûr, exactement, parce qu'on veut pas, rien n'est du hasard, comme je le disais. Par contre, on parlait donc de ton dernier petit cousin qui, je trouve, il y a un sujet très intéressant à dire. Ça, tu parlais de ta cousine où il ne savait pas. Et là, pour le coup, pour ton troisième petit cousin, il le savait. Oui, pour leur petit frère, en fait, étant donné qu'ils avaient déjà eu 2 enfants malades, ils ont pu faire les tests et ils l'ont su avant la naissance. Donc ils avaient le choix, disons, de savoir ce qu'ils allaient faire avec cette grossesse, mais ils ont fait le choix de garder cet enfant parce que c'est un enfant. Ils ont toujours, c'est leur vie, c'est leur famille. Ils ont été
ils ont été parents d'enfants en situation de handicap. C'est comment dire, ils ont pas. Je suis pas sûre qu'ils aient réfléchi 1000 ans, quoi. Je pense que c'est une évidence pour eux de dire, en fait, c'est un enfant, tout simplement. Oui. Voilà, c'est un enfant et il n'y a pas de raison particulière pour, en sachant ça, juste pour décider qu'en fait, non, on le garde pas. Voilà, même si, en effet, c'est une question qui peut se poser et je pense que beaucoup de personnes se la seraient posée. Et au fond, certainement eux aussi, j'avoue que j'ai pas eu cette discussion avec eux à mon niveau. Bien, encore une fois, c'est pas un sujet qu'on apporte à Noël, quoi. Non, en effet. Et puis c'est surtout que c'est leur choix et aujourd'hui, mon petit cousin, il est là, c'est un gamin qui est super joyeux, qui est très mignon, même s'il communique pas avec des mots, on sent qu'il est heureux, il est très aimé de ses parents qui sont hyper présents pour lui. Et voilà, je pense que pour eux c'était une évidence et c'est une très bonne chose. Après, voilà. C'est juste, c'est délicat quand on sait ce qui a pu se passer et qu'on sait ce qui va arriver. Voilà, c'est difficile je pense, pour des parents de se projeter dans le fait que, voilà, ils ont. Bien sûr. Moi, je trouve ça intéressant d'en parler, de le dire aussi à haute voix, parce que on pourrait dire un choix surprenant qui irait à l'encontre de l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que tout le monde se dirait, en fait, moi, si j'avais le choix, non. Et en fait, on se rend compte que, quand on est dans la situation, c'est jamais aussi simple de faire ce choix-là. Oui, je pense que ça l'est jamais. Honnêtement, je pense qu'on se pose toujours la question, même si je suis pas maman et que je ne sais pas. Je pense que la question se pose toujours, et que évidemment que n'importe quelle personne aimerait que son enfant soit en bonne santé et vive le plus longtemps possible et que voilà, c'est le souhait de toute personne, j'imagine. Mais pour autant, ça veut pas dire que ce sera pas un gamin adorable et que ça te met pas dans un rôle de parent et que et en fait en tout cas eux, ils ont fait, je pense que c'était l'évidence. Oui. Moi, ce qui m'a marqué, c'était la phrase qu'avait dit ton oncle à cette époque. Tu disais qu'il avait dit, est-ce que toi, tu refuseras un enfant parce qu'il a un défaut? Et je trouve ça très fort d'avoir cette réflexion-là, même si je ne sais pour quelle raison il a eu cette réaction-là, mais je trouve ça très très fort, d'autant aujourd'hui que, pour le coup, tout à l'heure on parlait de sujets qui n'étaient pas tabous, je pense que ça reste un sujet tabou aujourd'hui, la question d'avoir des enfants handicapés quand on le sait. Donc merci d'en parler et de dire ça à doigt. Tout à l'heure, tu parlais justement du bonheur qu'il est heureux, et tu parlais aussi de ta cousine, de ton cousin qui sont malheureusement décédés, mais quand ils étaient là, ils étaient heureux. Et moi, je trouve ça très intéressant justement cette différence qu'il peut y avoir entre le reste du monde et leur monde, c'est-à-dire eux dans leur monde, ils étaient très bien. En tout cas, ils étaient entourés, ils ont eu des parents très présents pour eux. Ils ont eu un accompagnement aussi, du coup, avec cette école dans laquelle ils allaient, où ils se sont, en tout cas, des échos que j'ai eus, où ils se sentaient bien et où ils avaient une équipe éducative et médicale aussi qui les ont très bien accompagnés. Et en fait, on a l'impression que des enfants handicapés, ils tissent pas de liens ou qu'ils sont pas présents ou que mais c'est pas le cas. Moi j'ai jamais vu un lien frère et sœur comme mon cousin comme ma cousine et son petit frère. Ils avaient beau être en fauteuil et handicapés, elle était tout le temps en train de se soucier de lui.
et à nous dire attention, occupe-toi de lui, va le voir, attention à son fauteuil, et regarde s'il a pas faim ou soif. Et eux aussi avaient un lien très fusionnel, ne serait-ce qu'entre frères et sœurs, avec leurs parents aussi, ils avaient un lien très fort. Et en fait, voilà, c'est des vraies personnes avec une vraie âme, un vrai cœur. Ils sont là. Donc c'est vrai que de voir ça, d'être confronté, en tout cas de grandir en ayant cette vision-là. Moi, j'ai pas trop d'appréhension, en effet, quand je rencontre une personne en situation de handicap, et même un handicap, imaginons, voilà, plus mental, avec une communication un peu plus difficile, ça me fait pas peur, voilà. Et je pense que ce serait bien que ce soit une majorité des gens, et de se rendre compte que, bah non, oui, c'est des vraies personnes. Oui. Ça permet de t'ouvrir aussi à de nouveaux liens, de nouveaux rapports que tu peux avoir avec les gens. Là où les gens croient toujours que pour avoir des relations avec les gens, il faut faire ci, ça. Enfin, il y a un schéma, j'ai l'impression. Les relations avec les gens, là, pour le coup, avec ta cousine, il n'y avait pas de schéma. Allez, on se faisait avec ce qu'il y avait, quoi. Oui, il y avait pas de schéma, mais en fait, ça développe une espèce de capacité d'adaptation et de compréhension aussi et d'empathie. C'est-à-dire que si t'es pas en mesure de faire tel truc, on fait autre chose. Si t'es fatigué, c'est pas grave. Voilà, si t'as besoin d'aide, je t'aide en fait, parce que là, pour le coup, c'était des enfants qui étaient en mesure aussi de demander de l'aide quand ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. Voilà, c'est pas le cas parfois de toutes les sortes de handicap, mais là, c'était le cas et voilà, ça te montre qu'en fait, c'est possible si on est à l'écoute les uns des autres. En fait, on peut créer du lien même si on est différent. Voilà. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, justement, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, que toi maintenant, tisser des liens avec des personnes ayant un handicap, ça te fait pas peur? Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'a servi dans le sens qu'il y a des relations avec des personnes handicapées que tu t'aurais pas eu, tu penses, sans cette expérience? Alors, je pense qu'on se connaîtrait peut-être pas, ouais. Honnêtement. Alors, en plus, je dis ça, mais c'est vrai que j'ai peu de personnes en situation de handicap dans mon entourage proche, que ce soit dans mes amis ou du coup dans ma famille. C'est vrai que j'en ai pas d'autres. Mais typiquement, quand on s'est rencontrés, c'était dans un cadre festif, et ça nous a, on avait bien rigolé. Et pour autant, ça nous a pas empêché ni de discuter, ni de passer un bon moment, ni de faire la fête. Et voilà. Et aujourd'hui, on enregistre ce podcast. Et voilà. Et tu es un client fidèle de mon commerce. L'alcool chez Auditrice, voilà où ça mène. Des podcasts et clients d'un commerce. Voilà. Très bien, très bien. J'essaie de voir si pas d'autres sujets dans mes questions, mais je pense qu'on commence à avoir fait un peu le tour. Moi, par contre, j'avais envie quand même de te poser une question. C'était sur le sujet de la conférence qui était queer et handicap. Ok. Est-ce que toi, tu vois des liens, justement, entre queer et handicap? Est-ce que pour toi, c'est un rapprochement qui te parle ou pas? Alors là, comme ça, pour moi, c'est deux choses très différentes. Après, on peut être queer et en situation de handicap, mais pour moi, c'est deux choses distinctes que j'associe pas particulièrement. Ok. Après, je n'ai pas écouté votre conférence. Je ne suis pas au fait de ce que vous avez pu dire. En même temps, à l'heure où on fait ce podcast,
il n'est pas sorti, donc Ça tout va va alors, bien. ça va, Mais je il- culpabilise pas. Il sort dans 2 jours. Ok. Donc tu pourras te rattraper. J'y serai, Mais j'écouterai. moi, j'ai une conviction, c'est que être handicapé, c'est être queer. Ok. C'est être queer dans le sens que pour moi, queer, c'est être en dehors des normes. Et cette question-là, c'est pas uniquement la communauté LGBTQIA+, c'est plus large que ça, et que pour moi, il y a aussi des liens, parce que souvent, les personnes queer sont aussi handicapées, alors avec des handicaps invisibles, certes, du type troubles 10, troubles sûr. mentaux, en même temps vivant dans une société discriminante, il paraît que ça peut créer des troubles. Donc moi je fais ce rapprochement-là. Oui, je pense que c'est en effet si on peut appeler ça des communautés, mais voilà, deux types de publics qui sont qui se sentent certainement exclus d'une partie de la société, qui se sentent obligés de eux s'adapter à quelque chose de plus grand qu'eux et trouver sa place et s'y sentir bien. Je pense que ce soit pour l'un ou pour l'autre, en effet, je pense que ça peut être difficile, ouais. Dans ce sens-là, je comprends le rapprochement, ouais. C'est vrai. Pour finir, moi j'aimerais aussi aller sur une autre question ouverte. Tout à l'heure, tu disais que ça pouvait être bien que tout le monde soit ouvert à toute relation, toute personne, et à voir la personne aussi avant de voir les personnes handicapées, parce que je pense que malheureusement tes cousins ont pu être essentialisés là-dessus, c'est-à-dire que les autres vont le voir comme une personne handicapée, alors que toi tu les voyais comme ton cousin, ta cousine, et avec des spécificités de personnes comme tout le monde a. Et ça t'a permis de le voir, alors que les autres ne le voient pas, et je trouve ça assez dommage. Donc, en quelque part, c'est une certaine chance, je trouve, que t'aies pu avoir cette vision-là. Et je me disais, comment faire justement pour aider les gens à être aussi ouverts, et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est aussi parce que un des moyens, c'est d'en parler déjà. C'est de lever ces barrières et ces peurs qu'on peut avoir à la vue d'un fauteuil ou d'une personne différente de toi. Et de pas freiner le contact en fait, parce qu'en fait c'est en discutant que les barrières se lèvent aussi, c'est en allant vers ces personnes-là et en arrêtant de les rendre invisibles, parce qu'en fait je pense que le plus difficile c'est ça pour les personnes en situation de handicap, ou même quand parfois on pouvait aller se balader, ou qu'on peut aller se balader avec mon cousin, voilà, c'est ces gens qui préfèrent lever les yeux pour ne pas voir et faire comme si il y avait personne, alors qu'en fait non, il y a quelqu'un. C'est pas parce que en fauteuil roulant qu'il est pas là. Enfin, donc et c'est ça en fait, c'est arrêter de jouer la facilité et de rester dans son petit confort. Et voilà. Et allez-y, allez vers les autres. Et si vous avez peur, posez des questions en fait. La plupart des gens sont en mesure de répondre à vos questions et de d'écrire ou de dire, de parler de leur maladie même. Des fois c'est même plus valorisant pour eux de dire voilà, oui, je suis atteint de telle maladie, ça a telle conséquence, machin. Voilà, plutôt que de faire comme s'ils étaient pas là. c'est venez, on en parle, au moins ça se voilà, c'est. Et puis ça vous apprend des choses. Oui. C'est un échange, quoi. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, mais qu'on aimerait ne pas voir. Mais bon, ça reste un éléphant, donc c'est compliqué de ne pas le voir. Oui,
et puis il demande une adaptation en plus, donc à un moment donné, t'es obligé, en fait, de faire quelque chose. Oui. Tu vois, mais bon. On me l'a dit encore pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Ah, Damien, t'es au milieu du passage. Oui, tu veux que j'aille où? Tu veux que je sois où? Il y a aussi un truc, moi, que j'ai l'impression qui se passe souvent à la tête des gens, c'est dès qu'il voit une personne handicapée, c'est on pourra pas faire ci, on pourra pas faire ça, on pourra pas faire ça. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire, toi, à ces gens? Parce que toi, j'ai l'impression que t'as plutôt fait des choses avec tes cousins. Donc, Alors, c'était relativement limité, hein, on va pas se mentir. Je pense que tout dépend aussi du handicap en question. Il y a des handicaps moteurs qui demandent beaucoup plus d'adaptation que d'autres. Maintenant, il faut pas estimer les limites des personnes en face pour elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est elles qui sont en mesure de dire si elles sont capables de faire quelque chose ou pas. Il faut arrêter de croire que c'est impossible. Parce qu'en fait, je disais que je connaissais personne d'handicapé, mais c'est faux. J'ai une copine qui malheureusement a eu un AVC très jeune et qui aujourd'hui qui a récupéré beaucoup de ses de ses capacités. Mais voilà, elle a quand même des difficultés un petit peu à marcher et à bouger son bras, tout ça. Et en fait, au début, nous, en tant que copine, on avait très peur de pas la bousculer, pas faire des choses qui seraient au-delà de ses capacités. Mais en fait, elle nous a prouvé 1 milliard de fois que non, en fait, si je te dis que je peux le faire et que j'ai envie de le faire, c'est que je peux. Alors, il y a eu des ratés, forcément, parfois. Mais c'est la vie. C'est voilà, comme tout à chacun, hein, on a tous foiré un des trucs. Mais commencez par demander aux personnes en question concernées qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et si jamais ils peuvent pas, comment on peut l'adapter. Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà, et arrêtez de vous imaginer que c'est vous les sachants de l'histoire. En fait, non, c'est eux qui savent, et ils savent mieux que toi, en fait. C'est eux les personnes concernées. Voilà, ce serait ça. Je pense que c'est une très belle fin pour ce dernière série de la saison 6 de DRVI People. Merci beaucoup Florian pour ton temps et pour l'accès à ton commerce pour enregistrer ce podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, chers auditeurs, et à très bientôt. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas. On se retrouve à la rentrée. Bon été à tous. People.